Eh ben, merci au festival, Paris Cours de Vent et à toute l'équipe de nous accueillir, c'était, très chaleureux, très organisé donc merci, c'est précieux. Donc aujourd'hui, en effet, on vous présente une table ronde, intitulée «Les réalisatrices face au genre» et avant de commencer, on va rapidement, faire un point sur, ce qu'est la SRF. Donc la SRF, c'est la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Elle a été, fondée en 1968 et elle a pour mission de défendre les libertés artistiques et morales des cinéastes, mais aussi leur intérêt professionnel et économique. Et donc aujourd'hui, la SRF, fédère à peu près, 500 membres. C'est l'organisation de cinéastes la plus représentative de France, en nombre comme en diversité de parcours parce qu'il y a autant des réals, qui font de l'animation, de la fiction, du documentaire, du long métrage, du court métrage, donc voilà, plusieurs formats, plusieurs genres. Et la SRF donc, organise la quinzaine des cinéastes à Cannes, mais a aussi des temps dans tous les autres festivals de France, enfin, ceux qui veulent bien être partenaires, pour les écoles de la SRF, comme on fait aujourd'hui. Et donc les écoles de la SRF sont pensées comme des temps de partage et de transmission entre des réalisatrices et le public du festival. On se concentre sur des échanges autour de la pratique des cinéastes à partir d'une thématique. Donc pendant toute la table ronde, le principe c'est qu'on va aussi prendre des questions. Les questions ne sont pas concentrées seulement à la fin. Le but c'est vraiment qu'il y ait une interaction tout au long de l'heure à peu près et demie qu'on a ensemble. Et je laisse la parole à Adèle pour les chiffres du collectif 50-50. Avant toute chose, on avait envie de, du coup, comme on va parler donc, des réalisatrices face au genre, donc que ça soit le film de genre ou le genre d'identité de genre, l'idée c'était aussi de voir ce qu'il en était précisément aujourd'hui dans le cinéma pour les réalisatrices de films de genre. Donc on a sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire les chiffres et les sondages, grâce du coup au collectif 50-50 et donc notamment à ces statistiques, donc Cinestat de 50-50, et avec le nouvel outil qui a été développé donc, par 50-50 et Data for Good. Donc on peut remarquer, donc, si vous remarquez bien là-bas, que le pourcentage peine à atteindre 20% donc, de réalisatrices de films de genre, et que c'est même en décroît depuis 2023, donc c'est pas ouf. C'est assez catastrophique quand même. Et donc dans le deuxième slide, on peut aussi remarquer donc, d'un point de vue budget que c'est exactement la même chose que il y a vraiment beaucoup moins de, enfin le pourcentage en termes de budget est très inférieur pour les réalisatrices. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans les 10 films les plus financés en 2024, il n'y a aucune réalisatrice en fait en France. Donc c'est super. Non mais voilà, enfin, on part de là en fait. C'est important de savoir quelle est la situation actuelle. Et en fait, ce qui est aussi intéressant de voir, donc, sur le troisième slide, c'est de voir que en fait, les films sont différents quand ils sont réalisés par des femmes. Et là, on peut le remarquer du coup avec la représentativité, où il y a du coup, quand un film est réalisé par une femme, beaucoup plus de personnages féminins que quand c'est réalisé par un homme. Et du coup, en fait, ce qui est assez chouette, c'est de se dire que s'il y avait plus de femmes réalisatrices, eh bien, il y aurait peut-être plus de diversité dans le cinéma, et qu'en fait, laisser la place aux femmes permettrait juste d'enrichir le cinéma. Donc c'est cool. Donc pour parler de tout ça, on va accueillir 3 super réalisatrices. Donc Laure-Élie Chénier, Steph Meyer et Lisa Salustio. Et on va peut-être du coup vous demander de vous présenter. Peut-être Lisa, tu peux commencer ? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Donc moi, c'est Lisa Salustio. Je suis réalisatrice, metteuse en scène et comédienne. Je suis belge. J'ai fait des études à l'INSAS en théâtre et puis à la FEMIS en réalisation. Je suis sortie en 2020. J'ai réalisé quelques courts-métrages et 2 documentaires. Et à l'heure actuelle, je suis à l'écriture. Je suis en train d'écrire mes 2 premiers longs, qui sont 2 premiers longs de genre. Un se situant plutôt dans le mockumentaire phone footage en Belgique sur l'actualité politique, et l'autre sur un film sur la perte de mémoire de l'humanité, attrait au paradigme un peu social et économique aussi. Voilà.
Ah oui, et vous allez voir un extrait de mon film en sortant d'école. J'ai fait un court-métrage produit qui s'intitule Assoiffé, et vous allez voir un petit extrait d'une minute juste après. Alors, merci pour l'invitation. Donc, je suis Steph Meyer. J'ai fait des études d'art et pas de cinéma. Je sors de l'ENSA-PC en 2017. Et j'ai un parcours dans plutôt le cinéma expérimental, les arts plastiques, les arts visuels. Et je me suis peu à peu orientée vers la fiction. Et en sortant donc d'école d'art, j'ai fait un court-métrage Mantra qui était produit par Balade Sauvage. Et j'ai ensuite co-réalisé un autre court-métrage avec Rémi Barbe, Même la nuit saignera. Et j'ai créé un long-métrage et je prépare un nouveau court. Ce que vous verrez, c'est un extrait de Mantra donc, que j'ai réalisé en 2021. Bonjour, moi je suis Laurélie Chénier-Moreau. Merci pour l'invitation. Donc je suis autrice et réalisatrice. J'ai fait des études de théâtre avant de décider que j'allais être la grande chef, la réalisatrice. Et je suis autodidacte de ce côté-là. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages en autoproduction, un documentaire, et récemment j'ai fait un court-métrage produit par Insolence Productions qui s'appelle Le Bézoard, qui est un film de genre dont vous allez voir un extrait aussi. Et je suis en écriture d'un long-métrage que je vais pitcher juste après, donc je suis déjà un peu stressée, pardonnez-moi, et qui est un film aussi de genre qui est dans la ligne directe du court-métrage que vous allez entrevoir. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, comme vous l'avez compris, vous allez voir des extraits des 3 films de ces réalisatrices pour apprendre à mieux les connaître. Alors, pour commencer, on va peut-être répondre à cette question. Donc, c'est quoi le cinéma de genre ? Nous, on s'est rapporté à une définition qui a été proposée par une conférence à la Sorbonne, qu'on trouvait intéressante. Et après, on verra du coup votre avis là-dessus. Mais du coup, si je la cite, c'est traditionnellement opposé au cinéma d'auteur. L'expression cinéma de genre désigne le plus souvent un ensemble de films fortement marqués par leur catégorie filmique, reposant sur un mode de production industriel et relevant d'une forme de divertissement sériel et commercial destiné à fidéliser un large public. Qu'elle renvoie plus précisément à certains genres illégitimes, aussi peu considérés que peu visibles et peu étudiés, et relevant d'une économie souvent précaire ou marginale. Donc voilà. Et du coup, pour vous, en fait, qu'est-ce que le cinéma de genre et comment avez-vous investi ce terme ? Et peut-être que Laurélie, tu peux commencer. Alors, moi, j'ai découvert ce qu'était le cinéma de genre avec vous, en fait, avec cette définition-là, parce que pour moi, j'avais une lecture assez limitée, on va dire, du cinéma de genre. Pour moi, c'était le cinéma fantastique, horreur, un peu thriller. Et merci de m'avoir éduquée, parce que j'ai appris que c'était plus que ça. Oui, c'est un peu pareil. En France, en tout cas, on utilise toujours le terme cinéma de genre pour parler du fantastique, de l'horreur, et comme une espèce de sous-courant du cinéma qui serait en deçà d'un vrai cinéma. Et donc, moi, le terme me gêne toujours un peu. Je préfère qu'on parle de fantastique, horreur, comédie, et qu'on labellise pas un film comme étant un film de genre. Et pour ma part, moi j'ai toujours considéré le genre un peu comme à l'inverse de films dits réalistes ou naturalistes, à savoir des films qui utilisent beaucoup de lieux communs pour exprimer une histoire. Donc on va traiter de l'injustice sociale et on va avoir des films en banlieue ou dans les écoles ou voilà, dans des familles dysfonctionnelles. Et le genre permet, je pense, d'un point de vue politique, à dépasser un peu ces lieux communs qui sont parfois très écrasants et qui enferment une certaine réalité dans une fatalité. Et j'ai l'impression que le genre permet de créer aussi des alternatives et des possibilités qui ne sont pas spécialement réalistes et indiquées aujourd'hui dans l'ère médiatique politique dans laquelle nous vivons. Et vous, pourquoi vous avez fait ce choix en tant que réalisatrice, mais aussi autrice de vos films, de vous tourner vers le genre, ou en tout cas vers un genre spécifique, que ce soit le fantastique, l'horreur, la comédie absurde voilà, qu'est-ce qui vous a poussé, motivé, tiré vers ce type de mise en scène, de récit Steph, est-ce que tu veux commencer ? Moi, je dirais que c'est le style qui m'a choisi et pas l'inverse. C'est que j'ai spontanément été vers ce type de narration. Donc, voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Ce n'était pas un choix délibéré, en tout cas.
Est-ce que toi, ta pratique d'art visuel, d'art plastique, de cinéma expérimental, est-ce qu'il y avait déjà quand même une forme d'imagerie horrifique ou, Oui, c'était enfin, déjà... voilà, tu vois, est-ce qu'il y avait ouais. une direction artistique que tu développais? Oui, c'était déjà très en hommage à l'expressionnisme pictural, l'expressionnisme allemand, le romantisme allemand, avec beaucoup de clair-obscur et très fantasmagorique. Donc oui. Et donc, tu as étiré un univers d'un médium à un autre. Est-ce que, du coup, tu as eu du mal à penser le récit de genre? Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce qu'avant, tu t'exprimais qu'avec des images, enfin, peut-être aussi du son en cinéma expérimental, mais du coup, comment est-ce que tu as réussi à penser ton scénario de film d'horreur? Les thématiques narratives étaient juste une extension de mes images visuelles. Donc ça s'est fait assez naturellement, de juste l'envie de donner vie à ces images en fait. Et donc ça s'est naturellement tourné vers plutôt de l'horreur et peut-être pas littéralement du fantastique, même si je tends de plus en plus à aller vers le fantastique. Mais ce que j'avais avec le cinéma, c'est cette possibilité de donner vie à ces images qui me hantent en fait. Et toi, Lisa, comment tu as investi Du coup, je viens de me rappeler d'un souvenir. La première année où je suis arrivée à la FEMIS, on est invité à aller voir les films de fin d'études des personnes qui sortent de la FEMIS. Et je me rappelle, c'était vraiment mon premier mois à la FEMIS. Et du coup, on regarde pendant 3 jours, je sais pas, une 50aine de courts-métrages. Et je me rappelle que c'était, on sortait tous en pleurant, que c'était hyper triste, que c'était hyper dramatique. Et un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le naturalisme, c'était très proche, effectivement, d'une certaine forme de réalité. Mais il y avait très peu d'espoir. Et je me suis dit que sur ces 4 années qui allaient suivre, je voulais absolument faire l'inverse. Et donc, j'ai adopté le style de la comédie pendant mes études à la FEMIS. Et aujourd'hui, en l'occurrence, sur mes longs métrages, c'est plutôt une volonté aussi de détourner la censure politique parce qu'elle existe. Et au lieu d'être frontale face à un sujet, parce que je me suis pris aussi des refus en commission pour films de propagande d'ultra-gauche, ultra-militants, ce genre de termes. Il faudra me les expliquer d'ailleurs, mais en mode le point. Mais du coup, là, en travaillant un peu le genre, je vois à quel point on peut vraiment, pas parler de soulèvement populaire directement, mais de traverser, comme dans mon futur long métrage, le carnaval comme métaphore du soulèvement populaire, par exemple. Et on va voir si ça marche. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Je sais pas s'il y a des producteuristes dans la salle, mais voilà, c'est le plan. Après la révélation des secrets de Lisa, est-ce que tu veux enchaîner, Laurélie, sur comment toi tu investis le film de genre? Alors moi au début, c'est vrai que j'étais pas dans le film de genre, ce que moi je qualifiais de genre à l'époque, j'étais plus un peu dans la comédie décalée. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire des films plus personnels, puisque j'ai pris un peu confiance en moi. Et le fantastique s'est un peu imposé comme une évidence, parce que ce que je vivais était tellement horrible que ça me semblait fantastique. Ouais, j'avais vraiment une vie de merde. Et petit secret entre nous. Et donc, évidemment, de parler de ces sujets qui étaient extrêmement traumatisants et difficiles, le fantastique était en fait une évidence pour mettre en exergue toutes ces choses qui sont cachées au plus profond de nous et tout d'un coup le transformer en un monstre, en quelque chose de très palpable. Et notamment dans le court-métrage, je trouvais que ça me permettait d'évacuer plein de questions qui me faisaient un peu chier avec les personnages et boum, la projeter directement dans quelque chose de très intense et de toucher au cœur de l'histoire immédiatement, quoi. Et du coup, est-ce que, comme on a vu merveilleusement bien avec ces chiffres, que c'est assez compliqué pour les femmes, mais du coup, il y a eu des choses qui ont été mises en place pour faciliter justement les réalisatrices à réaliser. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il y a eu des aides? Est-ce que le chemin a été plus simple? On vous a plus facilement ouvert les portes depuis, évidemment, MeToo, etc. ou pas? Je peux y aller. Là, c'est le moment où on se met en colère. Oui, effectivement, il y a un discours comme quoi les producteurs recherchent plus de femmes, que ce soit dans la fiction, le documentaire, des choses comme ça. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais très contente. Après, dans la réalité, c'est pas la même chose. Mais c'est un peu à double tranchant parce qu'on dit que,
il y a une recherche de femmes. Donc les gens pensent que pour nous, c'est plus facile, même les gens du milieu. J'ai rencontré pas mal de gens en festival, des collègues qui me disaient « Ah, c'est chouette, profites-en, tu vas voir, ça va être hyper facile pour toi de faire tel film et tel film. » Et en fait, pas du tout. Sauf que les gens se mettent en tête que maintenant, c'est plus facile pour nous, alors que c'est toujours aussi compliqué. On doit toujours 2 fois plus bosser, 2 fois plus prouver que ce qu'on fait est réfléchi et a un sens. Et voilà, donc oui, c'est une espèce de double injustice, je trouve, et ça m'agace un peu. Et tu as été confrontée à quoi? Parce que tu nous parlais potentiellement, en pitch, je crois que c'était par exemple quand tu devais pitcher ton long, où tu avais été confrontée à des choses par rapport à ça, non? On t'avait dit ça? Non, mais c'était pas suite à ça. On t'avait dit ah oui, ça doit être simple. C'était. Oui, en fait, c'est plus des choses assez généralistes où on va nous dire bah ouais, là t'es sur la bonne voie. Puis en plus, le genre en ce moment est un peu le vent en poupe en France, donc avec voilà des réalisatrices qui commencent à faire du genre et ça reste en fait une toute petite minorité. Et le genre, c'est toujours très compliqué à défendre, que ce soit en commission, auprès des prods, ça leur fait énormément peur. Et en plus, quand on est une femme, parce que est-ce qu'on va savoir s'approprier ça? Est-ce qu'on va pas avoir trop peur? Est-ce qu'on va pas faire un film de nana? Des choses comme ça. Et en fait, oui, c'est un peu agaçant parce que on nous dit que pour nous, ça va être facile, alors que ça reste toujours aussi compliqué. Et sauf qu'en plus, maintenant, on nous dit plus ah, désolé, c'est compliqué. On fait ouais, mais là, t'as le chemin, quoi. Et en fait, c'est pas vraiment le cas, quoi. Et comment tu as réussi à te blinder par rapport à ça, du coup? Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit ça? Alors, je fais de l'humour, parce que vous avez pu voir, c'est un peu mon arme de défense. Au début, non, je pensais qu'ils avaient raison, parce que voilà, j'écoute ce qu'on dit, de moins en moins, mais à l'époque, un petit peu. Et c'est vraiment en me confrontant à cette réalité où je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est toujours aussi compliqué, on est toujours aussi peu respecté dans nos choix. Même sur un plateau de tournage, on est obligé de défendre encore plus nos choix un peu ambitieux de mise en scène ou de tout, en fait. Et après, voilà, il faut juste pas lâcher. Donc, plus je vieillis, moins je deviens sympa avec certaines choses. Mais en même temps, c'est pas grave. Voilà, le but, c'est de faire des films qui sont chouettes et qui me parlent. Mais oui, des fois, il faut devenir un peu con, quoi. Et le genre, du coup, c'est, comme tu l'as dit, un territoire cinématographique qui est depuis longtemps investi plutôt par des réalisateurs que par des réalisatrices. Tu parles de films de nana, mais c'est vrai que longtemps, les réalisatrices ont été plutôt cantonnées à des films dits intimistes, plutôt le drame. Et donc là, vous vous projetez complètement vers autre chose, vers un autre vocabulaire cinématographique. Toi, Steph, comment tu as mis en place justement techniquement ces aspects-là sur ton plateau? Parce que si tu veux raconter un peu ce qui se cache, les coulisses de mantra, de fabrication, de réflexion, tu parlais, tu as la co-réalisation avec ton directeur d'effets spéciaux. Oui, alors... par exemple, mon nom Steph Meyer, c'est une stratégie parce que je voulais avoir un nom androgyne pour que ce soit plus facile quand je dépose des dossiers, que je ne sois pas stigmatisée comme étant une femme. Et souvent, ça marchait. On me prenait souvent à distance pour un homme. Et c'était toujours la surprise de découvrir que derrière ces projets-là se cachait une femme. Et pareil, quand j'ai commencé, on m'avait dit que ce serait plus simple de co-réaliser avec un homme. Donc on a commencé comme ça, sauf qu'on avait des rôles très définis. Lui, il était vachement sur la mise en scène VFX, on va dire. Et moi, plus sur la mise en scène et la direction d'acteurs. Et tout du long, en fait, on nous répète toujours ce discours de ce sera toujours plus difficile parce que tu es une femme et il vaut mieux bien s'entourer, avoir un chef-op masculin, ainsi de suite. Et justement, tu sentais que, on t'a poussé à avoir justement des hommes pour porter l'ambition technique d'un film de genre, parce que c'est vrai que souvent quand même le film fantastique, film d'horreur demande du budget supplémentaire à un drame. Après, bien sûr, ça dépend quel drame, mais parce que les effets spéciaux, qu'ils soient sur plateau ou numériques, et du coup, toi notamment dans Mantra, t'en as quand même pas mal. Oui, j'en ai pas mal. Et oui, c'est toujours plus rassurant en fait d'avoir des hommes derrière la technique. Mais après, sur une note plus positive, je trouve que les choses commencent vraiment à changer parce que ça, c'était en 2017. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait quand même un peu plus confiance aux femmes réalisatrices, aux femmes chefs opératrices.
aux femmes productrices. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On n'a plus besoin de s'armer pour essayer de contourner un peu le système. Et est-ce que toi, tu étais déjà, est-ce que tu as eu un mood board, effets spéciaux, enfin, vous partagiez ce temps-là de travail? Est-ce que tu étais en post-prod, VFX, parce que c'était pour fabriquer la menthe religieuse, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de mood boards, de tests, de storyboard aussi. On a storyboardé l'intégralité du film avant de le tourner. Et on a fait des tests de VFX pour les scènes qui concernaient l'insecte qui est fabriqué pour la majeure partie en 3D. Et voilà, ça nous a permis de voir ce qui était possible ou pas à faire sur le plateau et réajuster après en post-production. Oui, donc tu avais quand même une vision technique ambitieuse de ce que pouvaient être les effets spéciaux de ton film. Ah oui, complètement, oui. Et peut-être déjà, est-ce que s'il y a des questions dans la salle, c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, mais s'il y a des gens, n'hésitez pas à lever la main, on peut faire un petit passage de micro. Parce que l'idée, c'est qu'aussi que ça soit un dialogue commun, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah si, super, merci. Bonjour, moi je trouve ça un peu fou qu'il faille prendre un pseudo androgyne pour que ça puisse, entre guillemets, passer pour faire accepter en fait un film de genre. Et je voulais savoir quelles sont les raisons qui vous donnent justement ces personnes, enfin j'allais dire les hommes, mais je pense que, enfin en tout cas les personnes, je vais pas être agressive, mais les personnes en tout cas qui vous disent, qui ont des doutes, etc. En général ils vous disent quoi? Que c'est parce que vous n'êtes pas assez, enfin j'en sais rien, c'est quoi leur raison? Ça, encore une fois, c'était vraiment quand j'ai commencé à faire des films, donc en 2014. Ça remonte à... Et à l'époque, on me disait t'es une femme, ce sera plus difficile, on te prendra pas au sérieux. D'un point de vue technique, on va te remettre en question tout le temps. Ce genre de remarques, en fait. Et de manière générale, en discutant avec des collaborateurs, ils avaient plus tendance à écouter mon ami, avec qui j'ai fait pas mal d'autres choses avant Mantra, que moi-même. Donc c'est juste une ambiance un peu générale, mais les choses changent. C'est plus comme ça. Enfin, je remarque que c'est beaucoup moins comme ça aujourd'hui. Donc voilà, après c'est mon expérience. Et moi, par exemple, juste pour rebondir, j'ai fait un film de guerre, du coup, assoiffé, avec des accents cartoonesques, un peu pour rendre ça tout absurde et burlesque. Mais quand je présentais pas mon projet, peu de gens croyaient que c'était une femme à la réalisation. Donc, on demandait de rencontrer l'homme qui avait réalisé le film. Et quand je venais que je disais que c'était moi, on disait bah non, j'étais là, bah si. Et donc ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois en disant mais c'est fou, jamais en regardant le film on peut penser que c'est une femme derrière la caméra. Donc c'est vraiment, ça prouve, c'est symptomatique vraiment de notre échelle de représentation aussi, de qui est capable de faire quoi. Donc effectivement c'est en train de changer mais doucement. Et est-ce que du coup, toi, donc c'est en train de changer, mais tu as quand même éprouvé des difficultés? Comment tu en fais face? Comment tu agis? Moi, les premières difficultés que j'ai éprouvées, c'était à l'école, donc à la Fémis, parce que j'ai effectivement adopté le genre de la comédie. Mais à l'intérieur de la comédie, je me suis battue pour créer des personnages qui avaient des relations entre eux, filles-garçons, amicales et pas amoureuses. Par exemple, ça a été vraiment le premier point. C'était impossible d'imaginer qu'une fille et un garçon pouvaient être amis. Et donc, j'ai dû faire face au scénariste, qui était majoritairement masculin, de plus de 50 ans. Désolé, mais en fait, ça compte quand même dans notre société aujourd'hui. Il y a des avancées au niveau de la jeunesse à ce niveau-là. C'était même au montage, c'était même presque au mixage. Parfois, on voulait vraiment me pousser à créer l'ambiguïté. En fait, une relation fille-garçon amicale, ce n'est pas vraisemblable. Et je reviens un peu à ce que je disais avec le naturalisme tout à l'heure. Ce n'est pas vraisemblable parce qu'à partir du moment où il y a une femme dans un film, elle doit être désirée, elle doit être désirable.
vulnérable, et s'il y a un garçon, il doit y avoir relation amoureuse. Donc ça, typiquement, c'est un exemple, c'est une anecdote, et je pourrais en sortir 1000. Sur le film de guerre, pareil, j'ai vécu les mêmes problématiques que tu as rencontrées. Sur le tournage, c'est très difficile de se faire entendre par rapport à une équipe technique qui est généralement masculine sur tous les techniciens. Alors qu'en fait, tu as pensé le découpage, tu as pensé l'esthétique de ton film, tu as pensé le matériel à utiliser. Tu dois surgérer plus qu'un homme, en fait, ce que tu es en train de faire parce que tu as besoin de prouver que tu es à ta place. Et en festival, tu dois te défendre d'avoir fait un film de guerre. Et généralement, tu as un peu d'animosité du côté de certains hommes parce que c'est leur cours de récré, en fait. Et on vient dans leur cours de récré. Et quand tu es toute seule à venir dans leur cours de récré, ils sont pas très contents. Et un jour, peut-être qu'on sera 10 à venir et ils devront abdiquer. Voilà, je pense que c'est ça un peu l'évolution qu'on attend. Enfin, en tout cas, moi, la mienne. Et comment, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous réfléchissez à avec qui vous travaillez, comment vous vous entourez pour faire les films? Steph, toi, tu en parlais tout à l'heure, même de comment c'était avant et maintenant avec la différence. Mais du coup, est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que ça se fait de manière naturelle? Je parle évidemment, je pense à la non-mixité ou pas. Quel est votre point de vue là-dessus? Peut-être Laurélie, tu peux commencer. Alors, évidemment, comme on est quand même assez... alors, c'est pas fragile, mais quand on fait un film, évidemment, c'est un moment qui est extrêmement intense. On a peur de se planter. C'est quand même une chance énorme. On a envie d'être entouré de gens bienveillants, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a des gens qu'on chope sur les tournages, dans les rencontres, et qui deviennent en fait nos alliés. Et on garde ces alliés parce que, évidemment, c'est pas simple d'en trouver. Et après, voilà, moi j'ai des équipes mixtes, mais de plus en plus, j'ai envie de m'entourer de femmes parce que avec le temps, je me rends compte que sur certains postes clés, c'est compliqué d'avoir des garçons que je dois convaincre constamment, alors que ça fait 4 projets sur lesquels on travaille ensemble. Et tout d'un coup, je me rends compte que ce que je dis, il faut que je dise un peu trop fort ou un peu trop de fois. Et j'ai l'impression que, oui, parfois sur certains postes, ce serait un peu plus chouette d'avoir une femme et de moins me battre, en tout cas pour des choses inutiles. Donc, ouais, plus ça, plus je me dis, ouais, c'est chouette avec les nanas aussi, quoi. Toi, Lisa? Moi, j'ai décidé de travailler majoritairement avec des femmes sur plateau, derrière la caméra, et de réfléchir surtout aussi à la déconstruction d'une représentation de personnages féminines. En fait, c'est hyper compliqué. Ça, je trouve que c'est important de se situer. Enfin, j'ai grandi aussi avec les Carpenter, les Romero, les Cronenberg. J'ai grandi avec des figures qui sont masculines, qui pratiquaient le male gaze continu dans tous leurs films. Du coup, se déconstruire de ça, c'est un travail permanent. Et je pense que mes premiers films de genre n'étaient pas entièrement déconstruits. Et je suis en cours encore. Et j'ai l'impression que c'est une chose d'être entourée de femmes, mais il faudrait que toutes ces femmes avec qui on s'entoure et nous-mêmes aussi se déconstruisons d'un point de vue et théorique et pratique sur les représentations. Les personnages féminins ne sont pas que à sauver, ne sont pas que poursuivis et existent. Parce que majoritairement dans les films de genre, on peut vraiment dire la personne qui est poursuivie, je sais pas, The Scream, Massacre à la tronçonneuse, la personne qu'on doit sauver, Star Wars, Leila, et la personne qui n'existe pas, la majorité des films de genre en fait. Donc là, il y a un gros taf à faire à ce niveau-là. Et toi, du coup, dans ton travail, comment tu réfléchis à ça? Quels personnages, comment tu les crées? Donc tes personnages féminins, même masculins, comment tu les retravailles? En fait, je m'inspire. J'ai beaucoup de théories féministes avec moi, que ce soit Laura Muvlé, que ce soit Iris Bray, qui ont vraiment travaillé la question du female gaze et qui sont retravaillées continuellement, en fait, parce que c'est un travail en cours, c'est pas un travail terminé, de savoir comment construire un personnage fort féminin qui, même si elle occupe la première place, comment faire aussi d'un point de vue esthétique et cinématographique pour pas en fait l'écraser dans une mise en scène qui pourrait avoir attrait à un regard masculin. Comme laquelle, par exemple, quelle mise en scène pourrait l'écraser et laquelle pourrait la révéler? Les mises en scène, par exemple, très masculines sur les femmes, si on prend tous les films de Brian De Palma, c'est très clair. Mais même plein de réalisateurs actuels, Paul Thomas Anderson, certes, il met des personnages féminins en avant, mais le cadrage est un peu bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis même au niveau même de la représentation hétéro-patriarcale, de la beauté promotionnelle, on peut aller loin vraiment dans cette critique, c'est complexe. Et du coup, je pense qu'on a vraiment, toutes et tous, un travail très théorique à faire là-dessus, de déconstruction et aussi de mise en pratique. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Et du coup, à ton avis, comment on peut faire ?
comment les personnes peuvent se déconstruire. C'est hyper théorique, comme question hyper théorique. Déjà c'est bien ce genre de table ronde, bravo, félicitations de ce genre d'initiative. Et puis après, effectivement, il y a plein de théories. Je pense que la déconstruction, c'est un travail à temps plein. Il y a de la théorie et puis discuter avec des meufs et en fait mettre à la place à des réalisatrices, effectivement. La question de quota, c'est essentiel. Après, il y a à dépasser le quota à un moment donné. Ce sera normal qu'il y ait autant de femmes réalisatrices dans le cinéma de genre que d'hommes. Mais il y a aussi des bourses en Belgique, par exemple, parfois sont données pour le genre et c'est de manière anonyme. Et en fait, de manière anonyme, on voit que fait, c'est 5 mecs qui ont la bourse et c'est généralement ça qui arrive alors que les lectrices sont des femmes. Et donc, ça prouve vraiment aussi le poids et l'impact des lieux communs, comme on a l'habitude de voir en fait le cinéma de genre sur certains codes et qu'il n'y en a pas encore qui a existé vraiment féminin, féministe. En fait, même certaines femmes lectrices, productrices ou réalisatrices ou autres, se laissent piéger. Donc je pense que c'est un travail petit à petit et d'avoir vraiment plus d'espace, d'en faire plein de films et dans 10 ans, en fait, espérons quoi, Inch'Allah, comme on dit. Et justement, en parlant de ces codes du genre, est-ce que vous avez eu la sensation dans votre trajectoire de fabrication de ces films-là, de devoir, d'une certaine façon, réinventer les codes du genre cinématographique que vous pratiquez, parce que du coup, la plupart des exemples avec lesquels vous avez grandi, vous êtes construite de films de genre, c'était réalisés par des hommes. Du coup, voilà, comment investir ces territoires cinématographiques qui sont remplis de codes qui ne correspondent pas à forcément peut-être la vision du cinéma qu'on a. Et c'est quoi un peu ce process de réinvention pour vous? Laurélie, tu veux attaquer? Merde. Alors, évidemment, moi je me suis emparée du genre pour parler de choses qui touchaient à l'intime, sans que ça vrille sur quelque chose de forcément sexuel. Alors bon, il y a un peu de choses sexuelles, mais justement, c'est des choses pas sensuelles. Ça peut être justement du sexe qui est pris comme une pulsion de vie, quelque chose d'automatique, qui est pas du tout glamour, qui a été d'ailleurs très difficile à défendre. On voulait pas de mon film tel qu'il était, parce que justement, c'est un film sur le deuil avec une jeune femme, qui, comme vous avez vu, vomit des poils, qui se transforme en monstre, et qu'on parle de sexe dedans, ça gênait. Et donc, on ne voulait pas me donner les sous. C'est pas sympa. Et une fois que le film a été fait, donc, il y avait ces scènes donc, de masturbation automatique et vraiment pas glamour du tout, qui étaient voulues comme ça. Et pour l'anecdote, on avait envoyé ça donc, au bruiteur en disant tu fais pas des trucs dégueux, mouillés, tout ça, pour les scènes de masturbation. C'est pas ça l'histoire. Qu'est-ce qu'on a eu? Des bruits dégueux, mouillés de scènes de masturbation dans tous les sens. Et ce qui fait qu'avec ma monteuse son, en fait, on a dû nous créer des sons à côté pendant le montage son avec nos cheveux, vraiment, on a bidouillé parce que le gars avait fait que des trucs dégueux, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est assez hallucinant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment sur plein de petits points où si notre personnage est féminin, il faut qu'il y ait une forme de sensualité, il faut qu'il y ait une fragilité, il faut qu'on parle de pourquoi, par exemple, sinon on a un personnage féminin dans un long métrage notamment, pourquoi elle n'a pas d'enfant. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on va demander sur un film où le personnage masculin principal n'a pas de gosse? En fait, on ne se pose pas la question. Et ça, c'est des gens, des femmes ultra bienveillantes, des scénaristes, des script docteurs qui vont poser ces questions-là parce qu'elles sont, elles aussi, formatées là-dedans. Ou à chaque fois, parce que c'est une femme, oui, mais en fait, elle n'a pas d'enfant, il faut que tu évacues cette question. Non. Franchement, flemme, c'est pas le thème. Et c'est des choses comme ça, en fait, qui sont constamment sur le tapis et où il faut rester vigilant. Donc ça fatigue aussi. Parce qu'en fait, nous, on veut parler de quelque chose et on se rend compte qu'il y a plein de trucs parasites autour qu'il faut qu'on gère parce qu'on est une femme et qu'on parle d'une femme différemment aussi. Steph, tu veux rebondir ? Oui, alors moi, ma manière de l'aborder, c'est que j'aime bien inverser, c'est-à-dire que de mettre une femme à la place d'un personnage qui, à la base, devrait être masculin, ou inverser les rapports de force, choisir des actrices plus âgées, pas forcément dans les canons de beauté qui sont actuels, et essayer de me rapprocher un petit peu plus de la vérité d'un personnage féminin en écrivant une histoire. Lisa, tu veux finir Ouais, très rapidement, je pense que
je détourne les codes en les utilisant tout en les critiquant. En gros, dans Assoiffé, film de guerre, et même dans les prochains longs qui arriveront, j'espère, un jour, c'est de rendre absurde la guerre, en fait. Et j'ai copié les codes de cinéma de guerre qu'on connaît tous, Seigneur des Anneaux, Braveheart, où en fait la guerre c'est cool, et en fait la guerre c'est nécessaire, et en fait la guerre est le moment principal du film que tout le monde attend, c'est la catharsis. Et en fait j'essaie toujours avec distanciation de me moquer de ces places-là institutionnalisées, de ces espaces, de ces thématiques, pour en fait créer un film antimilitariste, hein, très clairement. En fait, tu prends les outils, on va dire, Ouais. qui sont là de base, donc je veux dire masculiniste, mais genre peut-être que c'est exagéré, pour en fait t'en moquer, quoi. Tu les utilises, Ouais. mais dans un second degré, en Ouais, fait. et je m'amuse dans le découpage, et je m'amuse à faire vraiment le même travelling de 30 mètres, et en même temps, enfin, on voit c'est des gens en rouge et en bleu qui font des culbutes, enfin c'est cumulé, enfin je sais pas. Galipette, ouais, Galipette serait bien. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager des choses? Ouais, il y a une main qui se lève. Bonjour, est-ce que vous avez pris une coche d'intimité? Pour moi, Alors non, parce que c'était des scènes donc uniquement de masturbation. Il n'y avait pas de chorégraphie à faire entre deux comédiens. Les scènes étaient très pudiques. Tout se passe sous un drap, sous un pantalon, et il n'y a pas eu cette demande ni ce besoin pour quelque chose qu'elle gérait elle-même et qui, au final, ne révélait absolument rien. Mais peut-être la prochaine fois. Ok. Est-ce qu'il y avait une autre question? Bonjour. On m'entend là? Ouais, super. Merci beaucoup pour cette table ronde, enfin vraiment génial, merci pour vos interventions. J'ai une question qui en amène une autre, du coup je commence la première. Est-ce que les courts-métrages dont on a vu les extraits et l'ensemble de vos projets sont visibles quelque part ou pas? Alors moi, il était visible hier à Paris Cours de Vent. Eh merde. Pour l'instant, le mien tourne encore en festival, donc j'ai pas le droit de le mettre en accès libre, mais j'espère prochainement. Moi, Mantra est visible sur Arte. Et j'en ai un autre qui est en festival. Et le suivant sera sur France TV. Donc oui. Moi, celui que vous avez vu en extrait, il est sur Canal+, je pense encore. Mais sinon, avec mon nom et mon prénom, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram ou Messenger, et je peux vous les envoyer par lien, si jamais ça... Voilà. Oui, pareil, en fait. Et maintenant, j'y pense, le mien est aussi sur Canal+. Voilà, je suis tellement pas habituée qu'il y a une chaîne qui l'a acheté, donc ouais, sur Canal. Ok, bravo. Du coup, merci beaucoup. Et en fait, ma question va dans ce sens-là aussi, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de visibilité sur les sujets du genre, sur la communauté queer, sur des regards féminins dans le cinéma. Ce qu'on va pas du tout voir sur du cinéma grand public, et donc on va toucher des communautés plus restreintes. Et j'ai une vraie question par rapport à ça, parce que justement, si on veut faire bouger les mœurs au niveau des financements, au niveau du regard que portent les productions, les diffuseurs, les distributeurs, est-ce qu'il y aurait moyen de se réunir, je sais pas, de monter des collectifs de cinéastes, de créer quelque chose dans cette mouvance-là pour justement mettre en valeur ce cinéma qu'on a tant besoin de voir et que beaucoup de gens ont besoin de se nourrir pour créer justement ce fonctionnement de déconstruction où on est en cours, il y a plein de gens qui sont de plus en plus touchés, mais que ce soit en tant que technicienne sur des tournages et en tant qu'autrice, réalisatrice, je partage vos sentiments sur le fait de défendre ces sujets et ces films, tout simplement. En tout cas, il existe, le travail du collectif 50-50 quand même en France, il a été grâce en fait aux statistiques et à cette commande de chiffres, de chiffrage depuis, ça fait 5-6 ans maintenant qu'elle chiffre tous les ans, qu'elle sortent ces statistiques. Ça nous a donné des outils pour rendre visible ce qui était vécu dans l'intime jusqu'à présent. Du coup, ça a été quand même le premier outil de visibilisation de ces problématiques. Et c'est un endroit, parisien, parce qu'il y a aussi la complexité d'un territoire national vaste, et aussi les enjeux ne sont pas les mêmes dans toutes les régions, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes sur tous les territoires. Et du coup, en tout cas, il y a des collectifs et des assos aussi d'auteuristes dans chaque région, qui s'organisent, qui se posent ces questions.
La SRF aussi fait partie de ces, quand même, il faut le dire, de ces organisations qui portent ces questions-là. D'ailleurs, avant, c'était la Société des réalisateurs et c'était la quinzaine des réalisateurs. Et depuis 3 ans, je crois maintenant, le nom a enfin été changé pour être plus inclusif. Donc en fait, c'est vraiment... Il y a plein déjà d'outils collectifs qui existent et qui ne demandent qu'à être rejoints. Donc Instant Promotion, si vous avez du temps et l'envie, n'hésitez pas à rejoindre des associations collectives comme 50-50 ou la SRF pour justement porter ces questions-là, ces valeurs. Voilà, il y a vraiment un travail quand même qui est en cours depuis quelques années. Peut-être que vous avez envie de rebondir sur cette question-là ou pas? Non, pas particulièrement. D'ailleurs, en Belgique, toi, tu fais partie. Il y a une... Oui, de plein de collectifs militants féministes. Liés mais au cinéma je suis pas. Elles font des films. Enfin, il y a 2 collectifs féministes au cinéma, mais je suis pas dans ceux-là. Et moi, je pense qu'il y a une question aussi très politique. La question quand je parle de quotas, en fait, c'est en train d'arriver dans les commissions. Mais un exemple flagrant, c'est peut-être aux États-Unis, sur la question des personnes racisées, par exemple. Dans le cinéma, dans les années 60, il y a eu une loi qui est passée qui disait qu'ils allaient contrôler toutes les télés et tous les castings où les réalisateurs et les producteurs devaient justifier de leur choix. Et donc, du coup, ils regardaient les listes des gens qui s'étaient présentés. S'il y avait des personnes racisées qui n'avaient pas été prises, les réalisateurs, producteurs, directeurs de casting devaient justifier leur choix. Et en fait, peu à peu, on a vu vraiment un gros tournant s'effectuer dans les années 70 aux États-Unis où en fait, on a vu des acteurs racisés avoir des rôles importants dans le cinéma qui n'étaient pas simplement accolés aussi à certains rôles qu'on peut voir ici dans le cinéma français. Souvent, c'est toujours les mêmes rôles. On va se poser la question, d'ailleurs, à la Fémis, on se posait la question, pourquoi il est avocat? C'est bizarre, on n'y croit pas, c'est pas vraisemblable. Ce terme, je l'utilise souvent parce que c'est vraiment souvent ce qu'on m'a sorti. Quand Hamlet a été joué par un noir à Avignon il y a une dizaine d'années, ça a été le scandale. Ça ne pouvait pas être possible. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une question à se poser sur les quotas. C'est un premier palier. Après, les quotas, c'est de vraiment s'assurer en fait qu'il y ait une égalité au niveau du nombre de personnes présentes et des graphiques tout à fait changeants par rapport à ce que vous avez montré, quoi. C'est vraiment aussi des positions politiques et c'est aussi un combat politique à mener réel, quoi, avec les partis qui nous gouvernent, entre guillemets. Je sais pas, hein. En France, je connais pas bien comment ça marche, mais... Moi j'ai l'impression aussi, pour un peu compléter cette question, que en fait, c'est chouette de se regrouper, de faire des films entre nous, mais en fait, c'est une question assez large. Est-ce qu'il faut continuer à faire des films entre nous ou essayer de faire changer l'industrie ? Parce qu'effectivement, il y a des collectifs qui existent où c'est des réalisatrices au sens large, sans mexis, qui s'organisent pour faire des films autrement aussi, je veux dire, avec d'autres façons de faire. Mais en fait, on va être toujours buté à la même question qui va être les financements. Et donc, en fait, c'est une question beaucoup plus large. En fait, c'est comment aussi, du coup, ces collectifs-là, comment avoir de l'argent pour continuer à faire des films, parce que même si on le fait, enfin, est-ce que faire des films, est-ce que c'est bénévole? Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression, c'est une question assez large en fait. Et comment faire pour changer l'industrie aussi? Enfin, est-ce qu'on a envie d'en faire partie en fait? Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour vous poser la prochaine question. C'est juste après, on a vu, et là, on va. C'est la question du budget d'un film. Voilà, faire du cinéma, ça coûte cher, et en fait, on l'a vu, les plus gros budgets sont toujours alloués aux réalisateurs, et les réalisatrices ont souvent moins d'argent pour faire leurs films, ce qui questionne aussi d'investir les territoires du genre, parce que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ça a un surcoût. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de financement? Soit vous choisissez un film en particulier ou alors justement de l'évolution de comment vous avez eu accès au fur et à mesure à des financements. Parce que, par exemple, Aurélie, toi, tu es partie de l'autoproduction, puis Le Bézoard, c'est ton premier film produit. Et si ça vous dérange pas aussi de dire quel est le budget final du film, moi, je trouve ça toujours intéressant en fait, vraiment d'aborder le contexte de fabrication d'un film par son budget, parce qu'en fait, ça a un vrai impact artistique, et selon le budget du film, on ne peut pas faire les mêmes choses. Voilà, du coup, si vous êtes à l'aise d'en parler... Peut-être budget aussi, la prise de conscience des salaires des gens aussi, des salaires je vais parler de minorité de genre, mais des non-mexis. Enfin, après, pas forcément dire combien toi, tu as gagné ou pas, si tu te sens à l'aise là-dessus, mais moi, je trouve ça aussi intéressant du budget global, mais aussi, en fait, quand tu es une femme, tu vas être aussi sous-payée par rapport à un homme, et du coup, en fait,
il y a une influence sur toute ta vie, en fait. Et voilà, j'avais juste envie de rajouter cet aspect-là aussi. Oui, si vous avez aussi dans la négociation des contrats été prise au sérieux ou pas. Voilà. Allez, qui veut se lancer? Steph? Au niveau du financement, j'ai pas eu la sensation que j'ai été trop pénalisée parce que on a toutes fait du court-métrage, donc c'est toujours un peu les mêmes conditions. C'est difficile d'avoir de l'argent pour financer du court-métrage. Les salaires sont toujours très bas. Mais avec mes productrices, on s'est battu pour que les salaires soient les mêmes. Et après, c'est des longues étapes. Il y a beaucoup de réécriture. Il y a beaucoup d'espoir où le CNC t'accepte au premier tour, puis il te demande de réécrire. Tu passes au deuxième tour, ils te disent non. Enfin, c'est souvent comme ça. Donc, un court-métrage peut mettre 5 ans à se faire. Ce qui est aussi long qu'un long métrage. Mais du coup, pour toutes ces questions de différence de salaire, etc., comme je n'ai fait que du court-métrage jusqu'à maintenant, je ne suis pas trop en position de pouvoir parler là-dessus. Toi, par exemple, Mantra, tu as eu quel guichet et c'était quoi ton budget idéal et ce que tu as eu au final? Alors, nous, on avait besoin de 120 000 € en tout pour le faire. Et on a eu au final 65 000. Donc la moitié, ce qui nous a obligés à couper beaucoup de scènes. C'est devenu un huis clos, alors qu'à la base, il y avait des scènes en extérieur, des scènes dans les transports. Il y avait beaucoup plus de compréhension du personnage principal, parce qu'il y avait le temps de raconter son histoire. Mais comme on n'a pas eu le CNC, on n'a pas eu une chaîne nationale sur celui-ci, on a eu Grand Est, on a eu l'agglomération de Mulhouse, on a eu l'aide aux effets spéciaux du CNC, puisqu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, et l'ADAMI. Donc voilà, c'est monté à 65 000. Et quand c'est comme ça, il faut retoucher le scénario, revoir le découpage pour que tout rentre. Et comme il n'est pas question de ne pas payer les gens, il faut jongler un peu avec tout ça. Aurélie, toi, c'était quoi le contexte financier du Bézoard? Alors, donc moi, c'était mon premier film produit. J'osais pas poser trop de questions, donc je suis pas trop sûre du budget. J'ai vécu dans un déni total, ce qui vient aussi du fait que je sois une nana et que j'ose pas parler d'argent et de questions qui fâchent. En vrai, je crois qu'on voulait à peu près 100 000 €. Évidemment, on a eu moins. Je crois qu'on a dû faire ça entre 70 000 et 80 000, je crois, mais j'ai pas posé la question. Voilà. Mais pareil, c'était très embêtant qu'on n'ait pas beaucoup de sous, parce qu'on n'a pas eu Canal+, en pré-achat, en tout cas, on l'a eu après, parce qu'il y avait des scènes de sexe, des choses comme ça qui gênaient. Pareil, le CNC, au début, il a fait « ouais, peut-être », après, il a fait « non ». Donc, voilà, après, on a eu des régions et un département. Mais avec la production avec qui j'étais avant, et après je suis partie dans une autre production et je suis la productrice avec qui je travaillais, et la production d'avant a dépensé les sous sur d'autres films, voulait pas nous les redonner. Ouais, c'est un peu le bordel quoi de faire des cours. Et je pense que sur tout ça, donc qui a duré 6 ans, j'ai dû. Alors après c'est court-métrage, c'est normal qu'on soit payé comme des merdes, mais sur 6 ans de travail, je crois que j'avais touché 900 €. Et peut-être 300 € de plus en droit d'auteur. Enfin, je suis pas chère, quoi. Je fais des ménages, je fais la cuisine, faut arrondir les fins de mois parce que c'est chaud, quoi. Mais c'est le court-métrage, donc je suis pas sûre que ce soit lié au fait que je sois une femme, c'est juste le court-métrage, c'est chaud, quoi. Justement, moi je trouve ça hyper intéressant de parler d'argent. C'est quelque chose quand on se retrouve entre réalisatrices, j'aime bien poser cette question parce qu'en fait tu te rends compte que pas forcément. Moi par exemple sur du court, j'avais parlé avec un réalisateur, il avait été payé de 2500. Oui, tu vois. Et moi, c'est pas le cas non plus, tu vois. Et du coup, non, mais c'est méga intéressant. Et le fait aussi de pas oser demander le budget, tu vois, ça crée aussi des dynamismes de pouvoir avec la production au sens large. Et c'est des outils, que je trouve intéressant de garder en tête, en fait, d'oser de parler d'argent, et parce qu'en fait, ceux qui savent, c'est eux aussi qui ont le pouvoir. Oui, et d'ailleurs, ils sont étonnés quand tu leur poses la question. Moi, j'avais un jour, oui, c'est ça, demandé à mes prods, on m'avait dit, je sais pas trop si tu as le droit de... Alors que c'est pour déposer une aide. J'étais en fait, c'est moi qui le fais, donc je vais avoir besoin des budgets. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, c'est assez
parce qu'on voit bien qu'un budget de film donne des contraintes artistiques. Donc, tu le disais, tu n'as pas eu d'extérieur, etc. Donc, en fait, pour nous, c'est aussi un guide quand même. C'est une façon de savoir jusqu'où on peut aller dans notre scénario. Une fois qu'on a commencé à faire les demandes et qu'on est engagé dans ce processus, on voit bien les signaux, quoi. S'ils sont au vert, au rouge, au orange, on sent bien quand même. Du coup, moi, je trouve que c'est très pénalisant de ne pas pouvoir accéder au budget exact de son film et au poste de dépense, parce qu'en fait, du coup, tu as moins cette latitude de réflexion sur en fait, où c'est que tu vas le placer cet argent. Parce que du coup, vu qu'il y en a moins que prévu, il faut le placer intelligemment et ça impacte forcément ta création. Donc toi, Lisa, tu as rencontré aussi ces réflexions ou ces dynamiques Moi, très clairement, ouais, je pense qu'une perspective, un objectif, c'est d'être productrice de mes projets plus tard, ouais. Pour tout ce que vous venez de dire, hein, rien à rajouter spécifiquement. Ah bah oui. Et ouais, et sinon on fait plus de films à un moment donné, hein. Je pense que moi, j'ai rien gagné non plus, c'est du court-métrage. Je crois que c'est un peu l'adage du court-métrage. Tu fais ça un peu comme un passe-temps, entre guillemets. Enfin, on considère pas ça comme un métier. Et par ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance et je suis privilégiée parce que je sors de la FEMIS. Et ça, c'est important de le dire. Ça m'a ouvert des guichets que j'aurais pas pu avoir sans cette école. Et donc, j'ai eu un budget conséquent pour mon court-métrage dont vous avez vu l'extrait là. 170 000 euros, 170 000 euros. À savoir, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu les aides CNC, Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est équivalent du CNC en Belgique, mais j'ai eu à chaque fois toutes les aides de post-prod quand il y avait déjà des images et un ours de montage. Donc, quand j'avais des refus, c'était parce que le film va être impossible à faire. Et en plus, sous-entendu, je n'étais pas capable de le faire. Et une fois qu'en fait, je prouvais que les images étaient là et que ça avait marché, j'avais toutes les bourses parce que l'ours marchait. Voilà. Donc ça, c'est assez parlant, je trouve. Il y avait une question par là. C'était ici ? Il y a longtemps, mais on peut vous donner la parole, c'est super. On peut faire des allers-retours dans la conversation, il n'y a pas de souci. Et après, il y en a plein, il y a d'autres là-bas. Mais du coup, peut-être cette personne avant. C'est vrai qu'entre-temps, bonjour, je m'appelle Sonia, je suis moi-même réalisatrice. D'ailleurs, je représente aussi ici un collectif qui s'appelle les Mardis des réalisatrices, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, 50-50, vous connaissez, peut-être qu'à vous connaissez aussi. Justement parce qu'on en a marre que la parité ne soit pas appliquée, mais si vous voulez, on en parlera un petit peu après. Moi, j'avais une question par rapport à les représentations et aussi si vous, en tant que femme, vous aviez eu des retours ou des difficultés quand vous vous attaquez à certains personnages masculins, pour le coup. Voilà, c'est juste que je trouve ça tellement passionnant de discuter de certains retours de commission, de choses un peu absurdes autour des stéréotypes ou la sexualité, comme par hasard, mais comme par hasard, c'est une masturbation en plus qui n'est pas... Voilà, et c'est ce qui est reproché alors qu'on est inondé de pornographie et de merde, on va pas se lancer dans le débat, mais... Et dès qu'il faut parler du corps féminin et que c'est une femme qui en parle, il y a une censure. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je suis un peu énervée comme vous par certains trucs. Et j'ai moi-même aussi, à titre personnel, remarqué que quand on aussi s'attaque, on va dire, à la construction identitaire masculine et qu'on est une femme, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je trouve que c'est difficile de parler des hommes, en fait, alors qu'eux sont habitués à discourir dans tous les sens. Donc j'avais envie de partager un petit peu, si vous aviez été confronté à ça aussi. Merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde. C'est vrai ça. Est-ce que vous avez déjà construit du coup des trajectoires de personnages masculins dans vos projets ? Alors moi, j'ai dans mes cours, mes tout premiers cours qui étaient donc de l'autoproduction, donc j'ai pas été confrontée à des retours de commission ou de producteurs. J'écrivais que des mecs parce que en fait j'étais nourrie d'un cinéma où les personnages féminins m'emmerdaient, je les trouvais pas passionnantes, et j'aimais bien ce côté un peu décalé, de cinéma belge. J'ai très envie d'être belge comme Lisa. Et donc, forcément, si je voulais écrire un personnage loufoque, décalé, qui fait des choses un peu rigolotes, je pensais qu'à des mecs. Et ça a été un vrai effort de ma part d'essayer de sortir de ça. Mais quelque part, c'était moi-même qui me mettais des bâtons dans les roues, parce que à l'époque, oui, j'avais pas de prod, j'avais pas demandé de sous. Mais j'ai dû déconstruire ça. Et comme Lisa, à chaque fois, les gens me disaient en festival « Ah, mais en fait, vous êtes une nana, on pensait vraiment que c'était un film de mec. » Et je prenais ça comme un compliment. C'est horrible. Mais ouais, j'étais ma pire ennemie à l'époque, je crois.
Et Steph, tu as déjà écrit un personnage masculin? Oui, mais j'ai pas eu de soucis ou de retours concernant le profil. Par contre, j'ai moi aussi été censurée pour des raisons de sexualité parce que dans Mantra, il y a beaucoup de nudité. Et du coup, aucune chaîne télé n'a voulu nous financer pour ces raisons-là. Alors qu'on ne voit jamais de choses choquantes, mais la nudité faisait que c'était pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux projets, c'est une nudité, mais en plus de la femme, en fait, même pas de l'homme. Enfin, Oui, je veux dire, exactement. notons ça aussi. Oui. Mais après, vous êtes quand même acheté. Après coup, oui. Oui, Voilà, c'est dans c'est le ça. cadre d'un préachat, Donc, en fait. Ouais. c'est le préachat qui Qui pose problème dans les pose commissions, ouais, exactement. Mais après coup, Une ils fois se qu'il y a rendent les peut-être images, compte que c'est pas voilà. si choquant. Ouais, encore et une donc, fois, qu'il y a les images, ouais, comme pour le projet de Lisa. exactement. Et toi, Lisa, du coup Moi, ça me fait rire parce que je pense à les comédies que j'avais écrites et réalisées quand j'étais à la Fémis. Toujours sur la question de la relation amicale entre filles et garçons. Dans un de mes films, c'est deux potes qui sont garçons. Et du coup, il y a un personnage féminin qui arrive et qui va ébranler le système dans lequel ils sont enfermés, à savoir entre des dunes dans une plage. Donc, c'était assez absurde. Et je me rappelle vraiment, c'est ce que j'ai appelé le syndrome Yoko Ono. Ah la salope, elle a séparé les deux potes. Et ça, vraiment, on me l'a fait souvent dire. Enfin, à la Fémis, les profs mecs étaient vraiment là, mais c'est trop triste pour Bernard. Il s'appelait Bernard, le personnage. Mais comment, enfin, elle vient séparer, c'est horrible. Ah, il doit être vénère et tout. Et c'était vraiment le syndrome, enfin, Yoko Ono, quoi. C'est de sa faute. Et ça, je trouve c'est vraiment horrible. Enfin, ça me fait rire maintenant, mais c'était chaud de voir à quel point l'empathie masculine allait vraiment vers le personnage masculin, alors qu'il était rempli de tares et que justement le personnage féminin venait l'extirper de sa zone de déni profond. Et c'était Yoko Ono, quoi. Ouais. Ça, c'est très ironique hein, quand je dis syndrome Yoko Ono. Hein, Ok, merci beaucoup. Est-ce que oui, il y avait encore 2 questions? Merci beaucoup pour la table ronde et merci beaucoup pour vos partages aussi. Je m'appelle Ilia, donc réalisatrice, et je voulais vous demander par rapport à votre expérience sur le plateau de tournage, si dans vos courts-métrages, vous avez eu l'occasion, ou documentaires, vous avez eu l'occasion de travailler avec une directrice de photographie femme, et si oui, ça avait amélioré cette expérience d'avoir à justifier tous vos choix de découpage, etc. Et juste votre position sur le tournage. Voilà. Moi, pour le coup, c'est mon cas. Je travaille avec une chef opératrice depuis 4-5 ans maintenant sur tous mes films. Et pour le coup, humainement, on a une fluidité de travail qui se passe de toute justification, de tout ascendant, de toute dynamique de pouvoir. C'est une évidence. Donc c'est sûr que je pense que ça... Enfin, moi, en tout cas, avec elle, j'ai vraiment trouvé cette safe space de travail, quoi. Après, là, je suis en train de le remettre en question, mais pas parce que c'est une femme ou quoi que ce soit, mais parce que je pense qu'en tant que réal, c'est important de tourner avec des gens avec qui tu te sens bien, mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, cette zone de confort, elle te dessert et qu'il faut aussi aller chercher d'autres collaborateurs. Et voilà, du coup, c'est pas... Enfin, c'est une belle expérience, mais c'est juste des histoires de... Merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que vous avez le choix de votre directeur de photo avec qui vous pouvez travailler, ou c'est la prod qui vous l'impose? Ça dépend. Ça dépend des films et des sociétés de production. Je crois que vous, ça a été un choix de bosser avec du coup, ces chefs opérateurs, si je ne me trompe pas. Après, il y a la question de se dire, on sort d'école. Enfin, moi, personnellement, je sors d'école. Oui, effectivement, chef opérateur masculin. Il faut savoir aussi qui rentre en chef opérateur, dans la classe de directeur de photographie dans les écoles. Parce qu'il y a une genèse aussi au choix. Et la genèse, elle est aussi inégale sur le quota de personnes femmes et personnes hommes. Il y avait combien de... Moi, dans ma classe, j'étais dans une classe où il y avait beaucoup de chefs opératrices. Enfin, il y en avait, c'était moite-moite. Mais sinon, c'est une majorité d'hommes à chaque fois. C'est en poste technique. Moi aussi, je crois que c'était moite-moite. Ouais. Ouais.
Mais même dans le milieu professionnel, enfin, en Belgique, tu veux travailler avec un chef-op professionnel, enfin, généralement, on va te proposer une liste de 10 noms masculins. Et il y a 2 femmes qui sont chef opératrices en Belgique qu'on te propose. Donc, Après, moi, je vais défendre mon chef opérateur. Non, en fait, il y a un truc où aussi, c'est très français d'être macho. Mon chef opérateur est islandais et il est limite plus féministe que moi. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec lui parce que il est respectueux, parce qu'il vient pas d'une société patriarcale mais matriarcale en fait. Et moi, c'était la première fois avant, je travaillais avec un autre chef-op que j'adore, hein, mais il y avait des petites frictions et il y avait ce truc de remettre plus en question mes choix. Et là, c'était la première fois que j'ai tenté moi aussi des choses dans la mise en scène que j'aurais pas tenté avant. J'ai tapé des 360, des trucs un peu bizarres, quoi, mais qui racontaient mon histoire, mais que j'aurais jamais osé avec quelqu'un qui me remettait en question constamment. Et en fait, en France et dans le sud de l'Europe, les hommes sont quand même particulièrement machistes, machos. Et alors évidemment, il y a plein de garçons qui commencent à réfléchir là-dessus, et c'est très très bien. Hein. Mais c'est quelque chose, qui est pas forcément le cas dans le nord de l'Europe. Et ça fait du bien aussi de voir un autre mode de fonctionnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur la question que vous venez de poser, sur la question de est-ce que les producteurs donc, obligent ou pas. Par exemple, admettons, on a l'habitude de bosser avec un ou une chef opératrice, elle n'est pas disponible pour notre film. Ok, on demande à la prod est-ce qu'ils ont des noms, par exemple. Et effectivement, ça va être notamment des noms masculins qui vont sortir en premier. Et en fait, aller chercher des noms féminins ou des noms non mexis, ça va être un combat, je pense. Donc c'est ou pas, est-ce qu'on choisit ou pas ce combat-là ? Après, c'est chacun et chacune vont décider ça, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est que c'est plus... En fait, les personnes existent. Enfin, c'est un peu pour aussi, pas de contredire, mais de dire il y a quand même des meufs qui sont chef-op ou des minorités de genre, mais en fait, va falloir aller les chercher parce que c'est pas ce qui sort en premier. Les personnes que l'on recommande, ça va pas forcément être ça. Et il faut aller faire l'effort aussi. Alors, on s'approche doucement de la fin. En plus, nos intervenantes ont des obligations très ponctuelles. Donc, du coup, on va prendre la question qui est restée. Ouais. Ah, et il y en a 2. On en prend 2 et après, on conclut. Bonjour, je voudrais savoir pour les questions de financement, Canal+ vous a donné combien exactement ? J'ai pas posé la question. Ça donne par minute. C'est en achat. C'est un forfait par minute. Donc, par exemple, je pense qu'à l'époque, c'était 2 000 euros, 1 000 euros la minute, je ne me rappelle plus. Donc, si le film est présumé durer, par exemple, 20 minutes, on reçoit 20 000 euros en préachat. Et toutes les chaînes TV ont leur forfait. Et d'ailleurs, Canal, je viens d'apprendre ils sont passés en forfait TNT et ça a beaucoup baissé. Ah oui. Genre, France Télé achetait bien, les gens étaient contents d'avoir France Télé. Et après... On était aussi content d'avoir Canal, mais un peu moins. Et maintenant, c'est encore pire parce qu'ils sont passés au forfait TNT qui est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, quand on a acheté par Canal, maintenant, c'est un peu... Ah, merde, ça va pas si bien payer, quoi. Mais c'est récent. Ouais, France TV, là, mon prochain cours a été acheté pour 30 000 euros chez eux, en préachat. Il est estimé à combien de temps ? Il est estimé à 25 minutes. Ok, et une dernière question. On a une réflexion et une question. La réflexion, c'est si vous cherchez des femmes à aux différents postes, il y a les femmes à la caméra, déjà les chefs opératrices qui sont recensées, et elles sont excellentes, elles ont plein de prix, c'est hyper intéressant d'aller voir. Et sinon, il y a la Bible du collectif 50-50, en fait, qui justement référence différents postes de techniciennes. Voilà, pour l'info. Alors, merci beaucoup, cette table ronde est passionnante, déjà. Et j'ai une question pour les réalisatrices de genre émergentes. J'ai l'impression qu'on aurait besoin d'un guide de survie parce qu'il y a une espèce d'expérience à la fois collective et très solitaire, j'ai l'impression. Quels conseils, quelles techniques de survie vous auriez pour les réalisatrices émergentes, s'il vous plaît ? Qui se lance ? Steph ? De ne pas se considérer comme étant une femme et juste de faire comme un homme le ferait. Enfin, je ne sais pas si c'est très, très clair, mais juste... se battre comme s'il n'y avait pas une limite liée à son genre et croire jusqu'au bout à ce qu'on a envie de faire et surtout beaucoup, beaucoup travailler sur la préparation du film, le découpage, le storyboard, bien s'entourer de personnes respectueuses et y aller à fond. Et au final, ne pas trop se poser de questions, il faut y aller. Moi, j'ai décidé d'avoir que des productrices femmes et j'ai toute une liste de questions à leur poser avant de signer un contrat.
l'entretien d'embauche dans l'autre sens. En MP. Je donnerai ça en privé. Laurélie? Un conseil, oui, se protéger. En fait, écouter son instinct, parce que ça a été prouvé scientifiquement que les nanas ont quand même un instinct qui est surdéveloppé par rapport aux mecs. Et généralement, non, mais c'est un truc de survie, hein, c'est pas drôle en fait, c'est juste pour survivre. Et en fait, il faut vraiment écouter son instinct et la petite voix qui dit oula, ça pue là. Parce que moi, je l'ai pas écouté parfois en me disant oh, là, ça va, arrête d'être dramatique. Et à chaque fois, ça m'est revenu dans la tronche en me disant je l'avais senti quoi en fait. Et ça, c'est vraiment un truc au moins on a cette espèce de super pouvoir, c'est de sentir. Quand ça sent pas très bon, il faut vraiment écouter ça, faut se protéger. Faut être un peu fou, hein, en vrai, pour faire réalisatrice, hein, comme réalisateur d'ailleurs. Hein. C'est que ça nous porte, ça nous tient, donc il faut juste continuer, mais écouter la petite voix. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que pour conclure, vous pouvez chacune nous donner un film de genre réalisé par une femme? Comme ça, on apprend tous plus de films. Peut-être Lisa? Ouais. Ouais, je citerai tous les films de Kelly Richard, qui est vraiment une réalisatrice qui a fait du genre dans tous ses films, hein, que ce soit du suspense écologique, western, néo-western même. C'est vraiment une réalisatrice que je trouve formidable et qui, justement, pour le coup, détourne tous les codes. Et donc voilà, toute sa filmographie et en particulier un petit coup de cœur qui date des années 60, je pense, Les Petites Marguerites de Chytilova, un film tchèque qui pour moi a été une référence tout le long de mes études, ma longue carrière, j'allais dire. De mes études et des petits films que j'ai faits. Mais voilà, Les Petites Marguerites, c'est un super film incroyable, déjanté sur justement la révolution féminine et féministe. Alors cette année, il y a le film The Ugly Stepsister qui est sorti, réalisé par Emily Blichfeldt, qui est un film d'horreur incroyable qui détourne complètement le conte de Cendrillon et en profite pour montrer les canons de beauté et leur violence sur le corps des femmes et sur leur représentation sociale. Et sinon, Jennifer Kent, une référence qu'on partage en commun pour Mr. Badabouk. Je l'avais vu en 2014 et je me suis dit, en fait, c'est possible d'être une femme et de faire du cinéma d'horreur. Et son film suivant, The Nightingale, qui est sorti en 2018, qui n'est pas sorti en France parce qu'il était trop violent, mais qui dénonce les violences faites aux femmes et aux natifs pendant la période coloniale. Et c'est un film extraordinaire, il faut vraiment le voir. Et moi, j'avais envie de citer un film, et d'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation aux modératrices pour savoir si c'était vraiment un film de genre. Et on m'avait dit, tu fais comme tu veux, et j'ai bien aimé cette réponse. C'était le film Crass de Luna Carmoon. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu. Pour moi, je le considère comme un film de genre parce qu'il est tellement jusqu'au boutiste dans son histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée avec sa mère, qui a le syndrome de Diogène, donc qui accumule énormément d'objets chez eux. Et chaque objet représente leur amour. Et en fait, ce film, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. On ressort avec quelque chose qui, moi, je trouve, n'arrive pas très souvent au cinéma. Moi, j'ai tendance à oublier les films au bout de 2 jours. Et je préfère un film imparfait, comme ça, qui est jusqu'au boutiste et qui va très, très, très loin. Et je sais que dans 15 ans, je m'en souviendrai, quoi. Et là, je me dis, bon, là, elle a réussi. Et pour moi, c'est un film de genre, en fait, tellement c'est intense. Merci beaucoup à vous pour votre intervention et merci au public d'avoir été présente. Merci.